Bon, bah, peut-être on va y aller doucement. C'est les vacances, il paraît. Donc, bon, bah, pour ceux qui ne prennent pas de vacances, qui sont là, on va faire un cours. Voilà. Et je vais donc reprendre le cours sur ce qu'on avait fait il y a 15 jours, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a perdu un petit peu de... C'est déjà 2, ça, ou pas? Ouais, on dirait, oui. Donc, il y a 15 jours, on s'est arrêté, j'avais été un peu optimiste sur la durée et l'intensité de la chose. Donc, je m'étais arrêté sur le rôle des ce qu'on appelle les périneuronal nets, qui, comme vous vous en souvenez, entourent les neurones à parvalbumine. Donc, vous voyez ici la structure. Je vous rappelle qu'ils sont composés de protéoglycanes. Vous voyez ici ces protéines avec des sucres de chêne dont nous avons longuement parlé. Et nous avions suggéré que les explications... pour ça, c'est les neurones parvalbumine dans le cortex visuel. Hein, mais il n'y en a pas que dans le cortex visuel, il y en a dans tout le cortex. En fait, quand je parle du cortex visuel, c'est toujours fondamentalement un exemple pour les autres régions du cortex. Donc, mais la généralisation, on la fera plus tard si on a le temps. Finalement, on n'a jamais le temps. Donc j'avais suggéré que les explications mécaniques ou mécanicistes ou mécanistes du genre les protéoglycans forment une barrière mécanique à la mobilité des axones et des dendrites n'étaient peut-être pas à la hauteur de l'enjeu qui est en fait la question de la plasticité cérébrale chez l'adulte. Et même si, évidemment, on ne peut pas éliminer une telle composante de type mécanique, c'est l'hypothèse du frein structurel, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui bloque la plasticité morphologique. Je crois qu'il est beaucoup plus raisonnable de penser en termes de signalisation, surtout si les glycosaminoglycanes, comme nous l'avons proposé la dernière fois, servent de molécules de présentation à des récepteurs classiques. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais présenté le cas du FGF qui se fixe aux séparane sulfate pour ensuite provoquer la formation de dimères du récepteur FGF, cette dimérisation entraînant la phosphorylation sur une tyrosine et la transduction d'un signal à l'intérieur de la cellule. J'avais aussi donné l'exemple des pentraxines qui sont sécrétées dans la fente synaptique et qui, d'après certains auteurs, se fixeraient sur les périneuronal nets. Donc, pour renforcer ce point, je vais revenir sur OTX2, donc ce facteur de transcription dont on a déjà parlé pas mal, et sur les sucres complexes, point que j'avais abordé à travers l'article de Miyata et ses collègues, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous rappelle que ces auteurs, en surexprimant une sulfotransférase, qui est une enzyme qui rajoute un sulfate en position 6 sur le sucre, ici, en surexprimant cette sulfotransférase, eh bien, modifie donc le pattern de sulfatation des glycosaminoglycanes exprimé dans le cortex visuel et diminuait la quantité de la protéine OTX2 présente à la surface ou à l'intérieur de ces cellules après que cette protéine ait été internalisée par ces cellules. Donc, et donc avait proposé que ces sucres soient des récepteurs, ou plutôt, il faut mieux dire, des sites de fixation. Un récepteur, ça implique toujours une transduction du signal. Donc, si vous n'avez pas la preuve que quand votre agoniste se fixe sur un récepteur, il y a quelque chose qui se passe dans la cellule, ce n'est pas un récepteur, c'est un site de fixation. Donc ces collègues avaient démontré et proposé plutôt que le niveau de sulfatation, ou plutôt le pattern de sulfatation des glycosaminoglycanes, pourrait jouer un rôle dans la reconnaissance de ce facteur de transcription qui arrive de quelque part pour se fixer sur les neurones parvalbumine via les périneuronal nets.
Donc je vais reprendre, moi, aujourd'hui, en prenant un travail qui a été fait par Bordelais, Spatazza et leurs collègues, et qui démontre directement que ce facteur de transcription, OTX2, interagit avec les glycosaminoglycanes. Donc je vais partir de cet article, dont je ne présenterai tout de suite que la moitié en fait, des résultats, gardant la seconde moitié pour la fin du cours ou le début du cours prochain, quand nous discuterons de la possibilité, c'est vraiment là qu'on va en venir, en fait, de rouvrir la plasticité chez l'adulte et de guérir chez l'adulte des maladies du développement du cortex qui sont liées à de mauvaises régulations de la période critique, dans lequel l'amblyopie, évidemment, le modèle le plus simple, mais vous comme moi, nous pensons au-delà de l'amblyopie pour ces questions de maladies neurodéveloppementales. Bien entendu, tout le thème du cours de cette année et de l'année dernière, pas de l'année prochaine, je vous rassure, tourne autour quand même de ces maladies psychiatriques. Donc n'oubliez pas que OTX2 est un facteur de transcription et qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant puisque ces facteurs n'étaient pas réputés être des molécules de signalisation encore jusqu'à tout récemment. Jusqu'à tout récemment encore. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était très très étonné par le fait que quand on infuse la protéine OTX2 dans un cortex, simplement avec une mini-pompe, vous voyez ici en rouge, eh bien, elle s'accumule dans les neurones par valbumine, ceux qui sont entourés par ces périneurones nets. Comme vous pouvez voir ici, il y a une parfaite colocalisation, presque parfaite colocalisation, c'est de la biologie, hein, rien n'est parfait, entre ces cellules et OTX2 infusé. Ce qui voulait dire, d'une certaine façon, qu'effectivement, comme le proposent nos collègues japonais, il y a un site de fixation, de reconnaissance de ce facteur de transcription à la surface des cellules par valbumine, dont on sait qu'elles régulent la plasticité dans le cortex au cours des périodes critiques. Donc, voyant ça, on s'est demandé plutôt ce que ces cellules pouvaient avoir de spécial. Et l'idée, c'est qu'au fond, les PNN, c'était pas mal parce que, à cause des glycosaminoglycanes, parce que les glycosaminoglycanes, comme vous voyez ici, en fait, ce sont des chaînes de sucre avec des sulfates, c'est-à-dire en fait, ce sont des sucres chargés négativement. Et l'ADN, qui est la molécule normalement reconnue par un facteur de transcription, c'est aussi des sucres, hein, des déoxyriboses, avec des groupements de phosphates, c'est-à-dire qui portent aussi des charges négatives, parce que ce ne sont pas des sulfates, ce sont des phosphates. Donc l'idée que possiblement les glycosaminoglycanes pourraient jouer à la surface des cellules un rôle, pas identique, mais un rôle similaire sur le plan de la reconnaissance à un autre sucre chargé négativement qui est l'ADN, on l'a trouvé l'idée plaisante. Et donc l'hypothèse était posée que les périneuronales nets, et surtout les glycosaminoglycanes qui sont dans les périneuronales nets, pourraient être des sites de reconnaissance du facteur de transcription, mis non pas à l'intérieur, ce coup-ci, mais à l'extérieur. Donc c'était plausible, et on a donc se demandé si dans la séquence de TX2, c'était Bordelais et Spatazza essentiellement, si dans la séquence de TX2, il n'y avait pas un domaine de reconnaissance de sucres complexes. Or, on connaît, si vous voulez, les domaines de reconnaissance des sucres complexes, ce sont en général un dimère d'acide aminé basique, arginine, lysine, lysine, lysine. Il faut une arginine en général, un acide aminé ou deux de distance, et puis d'autres acides aminés basiques. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une recherche bioinformatique, très simple, hein, et on a identifié donc dans OTX2 une séquence ARK, c'est-à-dire arginine, lysine, glutamine, arginine, arginine, acide aspartique, arginine. Donc en fait, un truc qui ressemblait vraiment à une séquence de reconnaissance de glycosaminoglycanes. Et donc, on a testé si par hasard, eh bien, cette séquence n'était pas importante pour la reconnaissance des cellules par valbumine dans le cortex. Donc ça, c'est assez simple à faire comme manip, c'est-à-dire que vous clonez le petit bout qui est là, c'est le domaine N-terminal de TX2, ça c'est le domaine DNA binding de TX2, et puis vous lui accrochez quelque chose qui s'appelle ici la phosphatase alcaline et qui donne lieu à une réaction colorée, et vous pouvez l'incuber sur des coupes fraîches de cortex, c'est ce que vous voyez,
c'est que, effectivement, votre protéine ici, avec son domaine RK, Q, R, E, R, etc., se fixe sur les cellules dans le cortex visuel. Ce qui était plus important, c'est que si on préincubait avec du OTX2, on chassait, donc c'était les mêmes sites qui étaient reconnus par OTX2 et ce peptide. Et puis, surtout ce qui était assez rigolo, c'est qu'on a fait un mutant dans lequel on a bousillé le RK, on a mis 2 alanines à la place, et lui il ne se fixe plus du tout, je ne sais pas où c'est, ça doit être quelque part par là, voilà, il y que ça ne se fixe plus du tout. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce domaine-là, qui est complet, et on l'a mis en compétition soit avec ce peptide-là, soit avec ce peptide-là. Et vous voyez que celui-là chasse, donc il y a une compétition entre ça et ça, mais celui qui est muté ne chasse pas. Vous voyez ici qu'on voit toujours les cellules marquées. Par ailleurs, ça a à voir avec les sucres, parce que si on retire les sucres en traitant à la contrase ABC, c'est-à-dire qu'on retire les sucres complexes, vous voyez qu'on ne voit plus de PNN à la surface, qui sont marqués par la lectine fluorescente. Dans ce cas-là, vous perdez aussi la fixation de votre peptide. Donc ça, c'était la preuve, si vous voulez, que ce domaine-là était dans la protéine un domaine de reconnaissance des sucres complexes à la surface de vos cellules. Donc ça, c'était sympa. Mais évidemment, cette chose-là nous a permis... Alors voilà un petit peu la conséquence de ça, c'est-à-dire que vous avez ici... L'idée, c'est que vous avez OTX2, donc un facteur de transcription extracellulaire, qui peut reconnaître les cellules par valbumine grâce au sucre complexe présent dans les pyrénonettes, et que si vous mettez le peptide RK qui correspond à ce domaine-là, vous chassez, bien entendu, vous rentrez en compétition, mais celui-là n'entre pas en compétition. Avoir ce peptide était pas mal, parce que ça nous permettait de mesurer les affinités pour des sucres complexes particuliers, par des techniques, évidemment, biochimiques. Et vous voyez que le peptide RK, celui-là, a une affinité de l'ordre de 17 nanomolaires. C'est une très très forte affinité pour des chondroïtines sulfates, 2,4 ou 2,6, ça dépend un tout petit peu, enfin les affinités sont de l'ordre de 50 nanomolaires. Mais si beaucoup plus fortes que d'autres sucres, par exemple sur CSA ça ne marche pas, sur CSC c'est beaucoup plus faible. Ce qui est surtout intéressant, c'est que si vous prenez le peptide brouillé, c'est-à-dire la même séquence, enfin les mêmes acides aminés, mais pas dans la même séquence, c'est-à-dire mis dans un ordre aléatoire, eh bien vous perdez une très forte partie de l'affinité, vous la diminuez d'un facteur 5. Ce qui prouve que, et puis le peptide A, lui, il a 0 affinité. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas uniquement un problème de charge, c'est aussi un problème de séquence. Vous avez une séquence donc spécifique dans une protéine qui est un facteur de transcription, qui est capable de reconnaître spécifiquement un sucre à la surface d'une cellule. Tout ça, c'est in vitro, donc ce n'était pas extrêmement... c'est intéressant, bien entendu, mais c'est toujours un début. Les manips in vitro ne veulent jamais dire grand-chose, vous le savez. Et donc, il fallait voir ce qui se passe in vivo. Et donc, ce qu'on a fait, c'est vous rappeler qu'on avait les PNN. Voilà ce qui se passe normalement dans un animal, c'est que la protéine OTX2 est à l'intérieur des neurones par valbumine, c'est-à-dire qu'elle voyage et qu'elle est reconnue par ces neurones et rentre dans ces neurones, et elle provoque la maturation des cellules, si vous en souvenez. S'il y a des choses dont vous ne vous souvenez pas, vous levez la main et vous me dites, parce que sinon c'est compliqué. Elle rentre dans les cellules et elle démarre la maturation de cellules, donc ouvre une période de plasticité AP20 qui se ferme ensuite à AP40. Donc vous voyez que la protéine est vraiment à l'intérieur, contrairement à ce que nos collègues japonais voient, ils la voient plutôt pas vraiment dans le noyau, enfin, je pense que c'est des problèmes de fixation. Et comme je vous l'ai dit, si vous infusez la protéine OTX2 dans le cortex, eh bien, elle va essentiellement dans les neurones par valbumine qu'elle reconnaît grâce à ces sucres complexes qui sont à la surface. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le RK en AA, vous voyez ici. Et si vous faites ça, vous voyez que votre protéine ne reconnaît plus du tout spécifiquement les trucs. Donc même in vivo, vous perdez la spécificité d'interaction avec vos cellules si vous retirez cet RK et vous le transformez en AA. Et à ce moment-là, en fait, ça se conduit comme une autre protéine à domaine, qui ici est NGREL, qui, vous voyez, quand on l'infuse, ne s'accumule pas spécifiquement dans les neurones par valbumine. Et ça suggère deux choses. Ça suggère qu'effectivement, il y a une spécificité d'interaction entre un facteur de transcription
et des sucres à la surface qui permet la maturation des cellules, et que par ailleurs, il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler un code sucre. C'est-à-dire qu'une autre méprotéine ne va pas reconnaître les mêmes cellules parce qu'elle ne va pas reconnaître les mêmes sucres à la surface. Donc ça va vous faire des développements que je ne vais pas vous donner aujourd'hui. Ce qu'on a fait aussi, c'est de faire un knock-in, c'est-à-dire qu'on a transformé au TX2, alors ça, ce n'est pas la protéine, carrément le gène. On a retiré le RK dans le gène, on a mis le doublet AA. Donc on a fait une souris un petit peu particulière. C'est une souris qui a un comportement assez drôle. Enfin, drôle. Il y a pour ceux que ça amuse. Pas forcément la souris, d'ailleurs, que ça amuse, mais ça serait trop compliqué de rentrer dans cette question des propriétés physiologiques de cette souris, dont la protéine endogène est mutée dans ses capacités de transport et surtout d'avoir atteinte à ces neurones. Alors, si ce transfert de TX2 dans les neurones par valbumine a un rôle à jouer dans la maturation du cortex, au-delà, si vous voulez, des cortex visuels, eh bien, ça peut être un modèle intéressant, un modèle animal intéressant pour comprendre comment est codé et comment mature et comment se met en place des comportements complexes, en particulier des comportements sociaux, y compris chez la souris. Donc ça, je ne vous en parlerai pas parce que ça m'emmènerait trop loin et que je veux absolument avoir 2 séances pour vous parler de la question des oscillations que je vous promets de vous traiter depuis 2 ans et je n'ai pas intention de revenir l'année prochaine. Enfin, pas pour ça en tout cas. Je pense que je serai encore là l'année prochaine. Voilà. Donc, je vais donc clore ce petit chapitre en vous montrant que du point de vue de l'accumulation, alors ça veut dire que ces protéines, hein, juste encore un coup, ces protéines sont des protéines composites, hein, avec des domaines de fixation à l'ADN, des domaines qui régulent la transcription, en particulier dans le domaine CTR, des domaines qui reconnaissent les sucres, etc. Donc, des protéines beaucoup plus compliquées qu'on ne pouvait le penser. Et si je vous ajoute qu'elles régulent la traduction, ça va encore vous compliquer l'affaire. Donc, ce sont des protéines qui sont très intéressantes. Mais je ne vais pas rentrer dans cette affaire tout de suite. Hein. Je vais simplement clore sur ce chapitre en vous montrant que du point de vue de l'accumulation de l'OTX2 endogène, d'où qu'ils viennent, je maintiens un peu le suspense, retirer les sucres en les dégradant avec l'enzyme qui dégrade les sucres, la chondroitinase ABC, maintenant vous le savez, qui dégrade les chondroïtines sulfatées, et infuser le peptide RK qui entre en compétition avec l'entrée de TX2 devrait avoir le même effet, hein, de diminution de la quantité de TX2 dans les cellules, parce que c'est à peu près la même chose. Que j'empêche la protéine de se fixer au sucre ou que je retire les sucres, je devrais avoir le même résultat. C'est en fait ce qui se passe. Hein. Voilà ici une expérience dans laquelle on a retiré les sucres. Quand on retire les sucres, on baisse la quantité de TX2 dans les cellules. En même temps, on rajeunit les cellules. C'est-à-dire qu'en fait, elles expriment moins de parvalbumine, elles expriment moins de WFR. C'est normal de leur retirer les sucres, donc elles ont moins de sucre. Et si vous infusez le peptide RK dans votre cerveau, vous entrez en compétition avec cette protéine pour rentrer dans les cellules, vous voyez que vous perdez le TX2 endogène ce coup-ci dans les cellules, donc vous avez qu'un moyen de diminuer la quantité de TX dans les cellules. Si vous faites ça au bout de 3 jours, au bout de 7 jours, et vous voyez que vous avez baissé de 40% le TX2 intracellulaire, et en même temps, vous avez rajeuni vos cellules. Et c'est ça qui est important. Vous êtes arrivé à un stade où vous avez moins d'expression de sucre à la surface, vous avez aussi moins d'expression de parvalbumine, comme si vos neurones avaient pris un coup de jeûne, ce qui est toujours sympathique, bien entendu, même pour des neurones. Donc là, c'est la même chose. Hein. Vous voyez ici dans des cortex qui ne sont pas traités. Voici ici votre protéine OTX2. Voici ici vos sucres complexes qui sont exprimés fortement. Voici ici la parvalbumine fortement exprimée. Vous infusez le peptide RK, vous baissez, ce que je viens de vous dire, vous rajeunissez vos cellules, vous avez moins de WFA, donc moins de périneuronal net, moins de TX2 surtout, mais c'est l'endogène, hein, ça j'insiste beaucoup. Vous avez moins de maturation de vos neurones, la parvalbumine baisse. Vos neurones sont toujours là, c'est réversible, donc les neurones sont toujours là. Et si vous infusez le peptide brouillé, même composition en acide aminé, mais pas la même séquence, eh bien, il ne se passe rien. Et ça, c'est important parce que, de nouveau, ça vous prouve que vous avez quelque chose ici qui est extraordinairement spécifique. Donc, ce rajeunissement
vous allez le voir, peut avoir des conséquences importantes sur la physiologie des neurones. J'y viendrai dans un instant, c'est-à-dire d'ici 1 heure, j'espère, une petite demi-heure, peut-être qu'on traînera un petit peu, on va voir. Mais avant d'en arriver au rajeunissement, qui est évidemment la chose importante, par rajeunissement, je veux dire la réactivation de la plasticité à des fins thérapeutiques, hein, sans oublier, à l'inverse, la possibilité de forcer la fermeture d'une plasticité qui, trop prolongée, pourrait aussi avoir des effets pathologiques. Hein. La plasticité prolongée, c'est la plasticité des poissons ou des salamandres. Hein. Rappelez-vous le cours de l'année dernière. Il est donc utile de ne pas partir de l'idée que le cerveau adulte, et il est utile plutôt de partir de l'idée que le cerveau adulte des mammifères ne présente aucune forme de plasticité structurale. Hein. Donc, c'est pas vrai, il y en a un tout petit peu. Donc, c'est cette idée au départ que les gens ont, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que le circuit est formé, il est formé, et puis bon, c'est comme ça. Je pense que c'est une mauvaise idée, même si c'est une idée qui est assez prégnante, parce que ce qu'on pense en général, c'est que les contributions des réseaux de neurones à l'apprentissage et aussi à la mémorisation sont interprétable dans le cadre de ce qu'on appelle la plasticité de Hepps. Hein. Hepps, c'est M. Hepps, H-E-B-B-S, hein, qui est fondée sur l'idée que la force synaptique, c'est-à-dire comment le signal passe d'un neurone à un autre, peut être modifiée par des patrons spécifiques d'activité. Hein, c'est une des facettes de ce qu'on appelle le code neural. À cette notion, qui évidemment est valide, ça, je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, c'est surajouté récemment, et dernièrement plutôt, celle de plasticité structurale, ce qui signifie que la connectivité elle-même peut être modifiée tout au cours de la vie. Ce n'est pas uniquement que vous avez une connectivité qui est importante par rapport au passage d'informations d'une cellule à l'autre, mais que cette connectivité peut être modifiée tout au cours de la vie. Ce n'est pas seulement une affaire de rhéostat, si vous voulez, qui agissent au niveau de nœuds qui seraient fixes, mais sont des rhéostats dans un réseau fluctuant dont les positions des nœuds peuvent changer, avec de surcroît une interaction entre cette fonction hébienne de plasticité électrophysiologique et cette fonction morphologique, parce que l'activité modifie la morphologie, et la morphologie a forcément un effet sur les constantes physiques d'un réseau. Hein. C'est-à-dire que si vous rajoutez des synapses, si vous rajoutez des branches, les propriétés intrinsèques de votre réseau changent. C'est-à-dire quand vous faites passer un courant, ça ne passe pas de la même façon. Je pense que n'importe qui a fait un petit peu de mécano doit comprendre ça. Donc, une des modalités, si vous voulez, de cette plasticité morphologique est la formation et l'élimination d'épines dendritiques qui sont sur lesquelles, c'est-à-dire que les dendrites ont des petites épines, des petites boursouflures, qu'on appelle des épines dendritiques, je vous montrerai à quoi ça ressemble plus tard, d'épines dendritiques. Vous voyez bien là où c'est net ou pas, ou c'est moi qui ne suis pas net? Non, c'est moi. Vous voyez net. Non, mais plus ça va et moins je vois net, donc c'est pas très grave. Donc, il va falloir que je rajeunisse mon cortex assez rapidement, je pense que... C'est pour ça que je bosse, j'espère que ça va arriver. Donc, je vais me mettre à bosser sur l'Alzheimer bientôt, d'ailleurs. Donc formation et élimination de synapses, et à travers les modifications de la position et du nombre de ces épines dendritiques sur lesquelles les synapses viennent se former. Et c'est pour cette raison que je vais vous discuter un article bientôt, un article de Van Versendal et collaborateurs qui est sorti dans Neurone, Journal de Neurone en 2012, sur la plasticité adulte. Alors, je l'ai choisi cet article parce qu'il va nous conduire à une conclusion qui est une conclusion extrêmement importante du point de vue de la pathologie, mais aussi des thérapies possibles. Et cette conclusion, c'est qu'il existe une différence de mécanisme entre plasticité au cours du développement et plasticité chez l'adulte. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas forcément se dire qu'on va intervenir dans un animal adulte pour réparer une maladie neurodéveloppementale en se fondant sur la plasticité adulte. Donc, ce sont deux choses, vous allez voir, qui ne sont pas du tout. Pas du tout. Il y a forcément des points de recouvrement, mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
Donc le potentiel extrêmement important qu'a le cortex de traduire une expérience en changements structuraux, parce que c'est ça le fond, c'est qu'au cours de la vie, votre cortex change. On ne se baigne jamais deux fois dans la même personne. Donc, est fondé pour une grande part sur la plasticité des connexions excitatrices. Et c'est surtout au niveau des systèmes excitateurs que ça se passe chez l'adulte. Ça, c'est assez bien illustré par les questions de dominance oculaire, induite par une déprivation monoculaire. Cette plasticité, elle est cortico-corticale, elle est aussi thalamo-corticale. Je suis mes notes. Et on l'a discuté dans le cours précédent, je ne sais plus s'il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Donc vous avez des afférences thalamo-corticales, vous avez aussi des interactions cortico-corticales, et ces changements au niveau des axones, alors là je vous l'illustre au cours de la période critique, mais au fond le concept reste le même, c'est-à-dire que vous voyez que vous avez ici 2 épines qui ont des récepteurs à leur surface. Et puis ici, dans un cas de déprivation, par exemple, vous allez voir que d'un coup, votre épine dendritique va diminuer et puis se perdre. Là, c'est un cas de perte d'épine dendritique, ce qu'on appelle le pruning. Donc, vous pouvez la perdre. Là, ce que vous n'avez pas dans ce cas-là, mais vous le verrez plus tard, c'est qu'on peut gagner des épines dendritiques aussi. Et ici, vous avez donc ce qu'on appelle une dépression long terme, c'est-à-dire que moins de transmission synaptique, bien que vous gardiez vos 2 épines, parce que ici, vous perdez, comme vous voyez, des récepteurs à la surface. Ça peut entraîner un pruning. Par exemple, cette épine qui n'est pas assez stimulée, elle peut venir à disparaître. Et puis, ici, vous pouvez avoir les deux cas. Vous allez avoir à la fois un pruning, c'est-à-dire suppression d'épines, et puis une des épines qui va être, perdre des récepteurs et donc avoir ce qu'on appelle une dépression à long terme. Donc, ce point a été discuté, et ça, c'est ce qui se passe possiblement au cours de la période critique. Mais chez l'adulte aussi, après fermeture de la période critique, il reste de la plasticité, c'est-à-dire que la période critique, c'est développemental. Donc, c'est surtout bon, ce n'est pas la même plasticité, si vous voulez, ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout le même phénomène de plasticité, mais c'est une vraie plasticité. Et on peut suivre les épines grâce à l'imagerie aujourd'hui à 2 photons, c'est-à-dire qu'avec un microscope, vous pouvez très bien suivre morphologiquement ce qui se passe et suivre le renouvellement éventuel des épines. Alors, dans le néocortex, c'est-à-dire dans notre cortex, le renouvellement s'accélère quand on induit une plasticité dans un phénomène d'apprentissage, il va y avoir plus d'épines qui vont se renouveler, mais évidemment, au cours du vieillissement, cette capacité décline. Donc, bon, moi, je me console toujours en me disant qu'on a besoin de moins apprendre quand on est vieux parce qu'on en sait plus, mais bon, ce n'est pas entièrement vrai. Je me rends compte quand je prépare mes cours que c'est de plus en plus difficile tous les ans. Chez les souris adultes, le pourcentage d'épines permanentes, donc stables, augmente avec le temps, et la réorganisation des projections, en particulier des projections thalamocorticales, devient extrêmement limitée. Mais malgré ça, si vous faites fermez un œil chez l'adulte, vous pouvez avoir un shift assez important de dominance oculaire qui peut être induit dans les neurones de la couche 3. Et donc, on peut se poser la question du mécanisme. Comment est-ce que je fais de la plasticité chez l'adulte? Pourquoi est-ce que quand je ferme un œil, je vais avoir quand même une dominance oculaire? Et on va en discuter avec l'article de ses collègues. Donc, ce mécanisme adulte, en fait, pourrait toucher les afférences inhibitrices, en fait, et non excitatrices de ces neurones pyramidaux, dont vous vous souvenez qu'ils sont innervés par pas mal de neurones inhibiteurs. Ici, vous voyez très mal, mais ce n'est pas grave, mais ça, c'est les baskets cells en particulier, qui sont les cellules sur lesquelles, et ça vous le verrez encore plus la semaine prochaine, sur lesquelles je vais centrer vers la fin de cette année tous les arguments. Donc, pour étudier ça, les collègues, donc Christian Levelt et ses collègues, Levelt c'est le directeur de laboratoire, ont testé cette hypothèse
d'une plasticité structurale des synapses inhibitrices dans la couche 2-3. Dans cette fin, ils ont électroporé in utero donc, vous voyez, on peut électroporer, donc on peut rentrer un marqueur fluorescent. Ça, c'est juste un marqueur fluorescent pour montrer que leur électroporation in utero a bien fonctionné. Et alors, vous vous rappelez, ça c'est il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas, je vous avais dit que quand on génère des cellules, eh bien, en fonction de l'âge de l'embryon, on va générer des cellules qui vont aller à différents niveaux. Donc, si on électropore à un âge où sont formées les cellules de ce niveau-là, hein, c'est celles-là qui vont être marquées. Donc, s'ils électroporent vers E14,5, E15, en fait, ou E16, je ne sais plus très bien, E16, à E16, si on électropore à E16, on peut rentrer un gène et un marqueur fluorescent, si on veut, dans les cellules de la couche de 3 très, très spécifiquement. Ce qui veut dire que dans mes cellules de la couche de 3, je peux faire entrer une construction génétique, et là, la construction génétique qui a été choisie, c'est ce qu'on appelle une géphérine GFP. Alors ça, vous en fichez complètement, et moi aussi, mais moi moins que vous probablement, mais la géphérine, c'est le marqueur postsynaptique des synapses inhibitrices. C'est-à-dire que si vous avez de la géphérine qui est exprimée dans un neurone, dans une épine dendritique, ça veut dire que l'axone qui va arriver est un axone inhibiteur qui libère essentiellement du GABA ou de la glycine. Donc ça, c'est intéressant parce que ça leur permet ensuite, d'abord il y a la GFP, donc ça permet de voir où sont ces synapses inhibitrices. Donc vous voyez ici par exemple un neurone qui a récupéré du rouge, donc, qui est donc une cellule pyramidale de la couche de 3. Il a ces petites épines dendritiques, vous voyez là, et puis dans ces épines dendritiques, il y a aussi du vert, et ce vert, c'est la marque de la géphérine. Ça veut dire que ici, vous avez très probablement un contact inhibiteur. Et donc vous voyez ici, en fait, la géphérine qui est marquée, et donc ça veut dire que vous êtes du côté du neurone pyramidal au niveau d'une synapse inhibitrice, c'est-à-dire que toutes ces vésicules que vous voyez ici sont des vésicules qui libèrent du GABA. Donc ça, c'est sympa, parce que vous allez être capable, en comptant ces petites choses qui sont à la fois vertes et rouges, d'avoir une idée du nombre de neurones de pines dendritiques inhibitrices à un moment donné et dans des conditions physiologiques données exprimées par vos dendrites pyramidaux. C'est là exactement ce qui se passe. Vous avez votre dendrite, vous avez des épines sur tous les dendrites pyramidaux et vous avez des afférences ici qui arrivent et qui vont aller innerver ces dendrites. Donc on se met à ces niveaux-là, là où il y a des petites boursouflures d'axones. Donc ça, c'est la microscopie électronique, bien entendu, qui permet de confirmer qu'on est dans un type de synapse inhibitrice qui ont des propriétés morphologiques un petit peu particulières. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans 90% des cas, qui sont des synapses symétriques, c'est pour ça qu'on fait de l'électronique, dans ces synapses symétriques, dans 90% des cas, vous avez une colocalisation entre en fait, le transporteur au GABA, qui est le marqueur des synapses inhibitrices, et votre géphérine GFP. Donc je passe sur la démonstration que cette expression ne modifie pas la propriété des synapses, sinon on sera enquiquiné. Mais on a toujours, quand on fait de la recherche, ce genre de problème. Je fais une manip comme ça qui est un peu compliquée. Est-ce que mes cellules s'en sortent bien, ou est-ce qu'elles sont complètement azimutées? Donc ils ont fait les manips de physiologie qui montrent que ça marche bien, et donc ils peuvent continuer leur affaire. Donc ce marquage du côté postsynaptique des synapses inhibitrices permet donc de suivre la dynamique de ces varicosités, de ces petites boules, au niveau de la couche 2 et 3, puisque c'est là très exactement qu'on a introduit les plasmides. Et ce que vous pouvez voir dans cette diapositive ici, et qui est à mon avis extrêmement intéressant, c'est que, bon, d'abord, qu'il y a des changements. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez une épine dendritique. On ne sait pas si elle est perdue, j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas, vous avez la perte du caractère inhibiteur de cette épine. Pas perdu, mais oui, vous perdez le vert. Et puis, vous pouvez avoir des endroits où il n'y en a pas, et puis ça va apparaître. D'accord ? Donc ça, c'est déjà la preuve que vous avez, d'une façon spontanée,
une certaine modification de votre réseau. Ce n'est pas uniquement qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y a une modification ce n'est pas le rhéostat, hein, c'est une modification de votre réseau. Et donc, en suivant ça, on peut déjà se rendre compte que dans un animal normal, il regarde l'animal, hein, donc il est normal, mais il est quand même actif, donc c'est possible qu'il y ait quelque chose, un circuit de base qui se passe. Dans cet animal normal, on peut calculer qu'il y a un turnover d'environ 4 à 10% des épines dendritiques sur 4 jours. Ce sont des animaux adultes, hein. Donc ce n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie plasticité de base dans la bestiole. Donc sur une période de 24 jours, au bout du compte, 78% des points géphérines, c'est-à-dire des synapses inhibitrices, sont semblables. Et c'est un niveau qui est comparable à ce que d'autres auteurs ont pu rapporter pour des synapses excitatrices, pour ceux qui veulent savoir ça. Mais à partir de là, on peut évidemment s'amuser à analyser l'effet d'une déprivation moléculaire chez un adulte. Et ça, c'est ce qui a été fait là. Vous voyez que donc on fait des séries d'images, on prend des sessions, puis d'un coup, on décide qu'on va fermer l'œil, molecular deprivation, hein, c'est ça. On va mesurer ici la dominance oculaire, hein, et puis en même temps, on va voir si on va rouvrir l'œil et on va regarder ce qui se passe au niveau du turnover des synapses chez un adulte. On a passé la période de plasticité. C'est ça qui est important dans ce que je vais vous raconter là, hein. Donc vous voyez ici que si vous regardez la dominance oculaire, au lieu de avant, l'œil contralatéral il gagne sur l'autre, hein, il est plus fort. Donc là c'est ipsi sur contra ou contraction, mais ce n'est pas grave. Ce que vous voyez ici, c'est que quand vous fermez l'œil, vous avez une baisse. Elle n'est pas énorme, mais vous avez une certaine baisse. Et pourtant vous êtes chez l'adulte, hein. Maintenant vous pouvez regarder ce qui se passe au niveau des synapses, hein. Donc là, c'est l'animal normal, c'est les gains de petits points verts, d'accord, qu'on peut imaginer être des synapses inhibitrices. Donc vous voyez que chez un animal normal, il ne se passe pas grand-chose, ça c'est le naïf, hein, et ça c'est le gain dans le cas d'une déprivation moléculaire. Il ne se passe pas grand-chose non plus. Maintenant, si vous regardez... non. En général, je mets sur vibreur, mais j'oublie. Excusez-moi. Donc là, ce que vous regardez maintenant, c'est au niveau des pertes de synapses. Vous voyez que dans un animal naïf, c'est relativement plat tout ça, mais que là, dans le cadre de la déprivation moléculaire, vous avez fait un œil, vous voyez que vous avez, au moment de la déprivation, une montée de la perte, vous perdez des boutons synaptiques, vous perdez des contacts, et puis ensuite ça revient à un truc normal comme ça. Et quand vous rouvrez l'œil, vous reperdez encore des contacts. Alors ça, ce n'était pas attendu. C'est-à-dire que vous avez rouvert l'œil de la bestiole et de nouveau, elle va perdre des contacts synaptiques. Donc ça, c'était intéressant parce que ça montre que tout le changement, que j'ouvre ou que je ferme l'œil, entraîne une baisse du nombre de points et donc une perte de l'inhibition. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites ça, vous perdez une partie de l'inhibition, hein. Donc on peut évidemment affiner ces résultats en séparant les puncta. Les puncta, c'est les petits points verts, hein, associés donc aux épines dendritiques, entre ce qui est sur les épines dendritiques et ce qui est sur ce qu'on appelle les shafts, c'est-à-dire sur les tiges, hein. Parce que c'est des choses qui sont sur les épines dendritiques, puis il y en a qui sont sur les tiges, comme vous voyez ici, qui ne sont pas au bout de ces petits trucs là où il y a le plus de synapses en général. Donc vous pouvez essayer d'affiner les deux choses. Et si vous faites ça, alors voilà, là c'est ça et ça. Donc on va regarder essentiellement celles qui sont là. Et si vous faites ça, vous avez une surprise encore un tout petit peu plus importante, c'est-à-dire que ça tourne beaucoup plus vite au niveau des épines qu'au niveau des shafts, hein. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, pang, pang, hein. Et maintenant, regardez ici, wang, wang, d'accord. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus fort. Donc vous avez une plasticité plus grande au niveau des épines dendritiques qu'au niveau des shafts. Et ça, c'est lié au fait qu'en fait, vous avez quelque chose qui est beaucoup moins stable à ce niveau-là. On peut aller un petit peu plus loin. Oui, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Donc, et se poser la question de savoir est-ce que les puncta les plus gros sont les plus stables
Et est-ce que la perte de puncta correspond à la perte d'épines? Ce sont deux questions qui sont évidemment importantes, parce que ce que j'essaye de faire, c'est de lier une activité physiologique à une modification morphologique. Hein. Et ça, ils l'ont fait dans ce travail-là. Vous voyez que... alors moi, je vois très très mal là, mais normalement, vous devriez être capable... Je vais prendre... Excusez-moi, c'est embêtant de voir moins bien, quoi. Donc, vous voyez ici que ce qu'on a pris, c'est les puncta les plus brillants, si vous voulez, et ceux qui sont les moins brillants. Donc là, ce que vous avez, c'est des puncta extrêmement brillants et dans une situation normale. Donc ça, c'est relativement stable. Quand vous regardez les épines les plus brillantes, épines ou pas, les plus brillantes, dans un truc stable, c'est dans sans déprivation moléculaire. Si vous faites une déprivation moléculaire, vous voyez qu'il baisse un petit peu. Mais si vous prenez les plus petits, hein, eh bien vous voyez que vous avez une perte absolument folle de puncta. C'est-à-dire qu'en fait, les petites épines avec relativement peu de fluorescentes sont celles qui répondent le plus violemment à une modification du milieu environnant, d'une certaine façon. Hein. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que vous avez différents cas. Alors, je passe un tout petit peu sur ces affaires, parce que si maintenant vous prenez, que ce soit sur les shafts ou sur les épines, et que vous rapportez à la même fluorescence, c'est-à-dire celles qui ont la même fluorescence, qui sont de la même taille, qu'elles soient dimes ou fortes, et qu'à ce moment-là, vous n'avez plus de différence entre les shafts et les épines. La raison pour laquelle c'est sur les épines que ça se passe, parce que c'est sur les épines que vous avez les plus faibles concentrations de géphérine. Donc vous avez des synapses qui sont moins stables en quelque sorte. La géphérine, c'est quelque chose qui stabilise la synapse. Donc vous avez des synapses qui sont instables, et quand elles sont instables, elles sont capables de répondre à une modification de l'extérieur en disparaissant, par exemple. Vous voyez ici, celle-ci ici, qui est un peu verte et rouge, vous ne voyez pas le vert, mais il y est, voilà une épine dendritique, elle est verte. Vous voyez que tout d'un coup, l'épine a disparu, et le vert avec. Donc ça, c'est un cas où vous perdez l'épine et vous perdez le récepteur. Hein. Là, vous avez un cas qui est un tout petit peu différent, parce que là, vous avez le récepteur, vous voyez que c'est vert, la géphérine, vous voyez que c'est vert, il y a donc un contact synaptique. Vous gardez l'épine, mais vous perdez la géphérine. Vous avez déstabilisé votre récepteur, mais vous avez gardé la structure morphologique. Donc là, c'est un cas de rhéostat, si vous voulez. Hein. Et puis là, vous avez un truc où tout le monde reste parce que ça ne bouge pas. Donc vous avez les trois cas qui sont ainsi représentés à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est amusant, bien entendu, parce que ça montre quand même qu'il y a toutes les possibilités possibles, d'une certaine façon, dans un circuit, de modifier la plasticité, soit en modifiant effectivement par le rhéostat, soit en modifiant en retirant ou en ajoutant une contact synaptique, c'est-à-dire en modifiant la forme du réseau. Ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire qu'au concept de synapse de Hepps, doit se rajouter un concept de plasticité morphologique plus ou moins stable, bien entendu, parce que cette plasticité, ce changement de morphologie peut se stabiliser ou non. Donc, par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que dans le cortex visuel adulte, hein, contrairement à ce qu'on avait vu dans le cortex visuel au cours du développement, la plasticité de dominance oculaire est gérée par des désinhibitions, c'est-à-dire une augmentation de l'excitation. Ce que je vous avais raconté dans les séances précédentes, c'est que l'ouverture de la plasticité est liée à une augmentation de l'inhibition pendant la période critique. Et quand j'ai atteint l'inhibition maximale, je perds ma plasticité. Donc si je rouvre, si j'augmente, si vous voulez, l'excitation, c'est-à-dire que je perds de l'inhibition, j'augmente l'excitation, eh bien, je désinhibe les inputs cortico-thalamiques qui servent l'œil intact, alors j'ai une possibilité de plasticité. Donc vous voyez ici, je vais vous montrer, ce sera plus simple que par des mots. Hein. Voici ici un animal normal. Donc l'œil contralatéral est plus costaud que l'œil ipsilatéral, ça c'est normal, c'est parce que les souris ont les yeux un petit peu sur le côté, donc elles voient mieux de l'œil contralatéral, le champ est plus grand. Donc je vois ici que la vision binoculaire est réduite chez une souris, donc vous voyez ici l'œil contralatéral, l'œil ipsilatéral. Maintenant, je fais une déprivation monoculaire, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien de l'œil contralatéral.
que j'ai fermé. Il ne bouge pas. C'est ça la différence. Il ne bouge pas, d'accord? Mais celui-là prend le dessus, c'est-à-dire qu'il va récupérer. C'est d'une certaine façon, vous prenez quelqu'un qui a 2 bras, vous lui en coupez un, il va plus travailler avec l'autre bras, d'accord? Au fond, c'est ça, quoi. C'est très différent de ce qui se passe au cours de la période critique. Hein. Et puis ici, vous rouvrez l'œil, et qu'est-ce qui se passe quand vous rouvrez l'œil? Ben, l'autre part. Maintenant, c'est ça. Donc, au départ, vous avez une désinhibition de celui-là, et après, vous avez une désinhibition de celui-là, et puis après, tout le monde revient normalement. C'est pour ça que vous avez ce rebond. Le premier rebond, ça correspond à l'œil contralatéral, et le deuxième rebond, ça correspond... La première perte de synapse inhibitrice, ça correspond à l'œil contralatéral qui a été fermé. La deuxième perte, quand je rouvre, ça correspond à la désinhibition de l'autre œil, qui maintenant remonte. Donc, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est complètement différent de ce qui se passe au cours du développement, ou au cours du développement, ce qui se passe quand vous fermez l'œil contralatéral, si vous avez une vraie modification des fibres thalamocorticales au niveau du cortex. Rappelez-vous l'expérience de Hubel et Wiesel et de la conférence de 1981, au moment où Hubel et Wiesel ont reçu leur prix Nobel. Vous voyez ici, au niveau de la couche 4 du cortex visuel, vous avez une alternance de terminaisons qui viennent du thalamus ipsilatéral, contralatéral, ipsilatéral, contralatéral, avec une égalité, parce que le chat, lui, il a les yeux, si j'ose dire, en face des trous, c'est-à-dire que c'est la même force pour l'œil droit et l'œil gauche, contrairement à ce qui se passe chez la souris. Mais si vous fermez un des 2 yeux, vous voyez que l'autre envahit complètement, c'est-à-dire que ça, c'est des marquages à la proline, rappelez-vous. Donc, c'est une vraie modification morphologique. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la plasticité adulte. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que on doit conclure de cette affaire qu'il existe une plasticité morphologique adulte. Hein. Elle peut se voir au niveau du turnover normal des synapses inhibitrices, hein, de la couche 2-3. Et cette plasticité doit être vue comme la capacité de l'œil ouvert de prendre le dessus ou de l'œil réouvert, de récupérer une fois qu'il a été réouvert. Hein. Et la théorie est que ces pertes d'inhibition, bien entendu, reposent sur une perte de synapses inhibitrices sur les dendrites proximaux des neurones pyramidaux. C'est une conclusion qui est relativement logique, hein, c'est pas tellement... Une fois si on suit les choses tranquillement, assez logique. Mais il est aussi logique que ça doit amener à un shift de la balance excitation-inhibition au niveau des épines dendritiques. Donc, on est toujours dans cette affaire de balance d'excitation-inhibition, sauf qu'on ne l'obtient pas forcément de la même façon chez l'adulte et au cours de la période critique. Alors, c'est intéressant. Moi, ça me laisse un tout petit peu, si vous voulez, sur ma faim, hein, dans la mesure où finalement, la déprivation monoculaire ne sert qu'à augmenter le signal de la plasticité. Et j'ai du mal à établir, pour l'instant en tout cas, un lien causal entre la plasticité physiologique, qui est la réponse plus forte de l'œil resté ouvert, et le changement morphologique. Donc ça, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Et ce qui est plus important dans notre but, qui est quand même, malgré tout, d'intervenir sur des maladies de la période critique, puisque nous avons posé l'hypothèse que les maladies psychiatriques sont des maladies de la période critique, eh bien, il est peu probable que les mécanismes de plasticité adulte, qui sont décrits dans cet article, qui est un très joli article, hein, nous permettent d'arriver à notre but. Hein. C'est plutôt, comme je le disais, un phénomène de compensation homéostatique, un peu comme un manchot travaille plus du bras qui lui reste, ce qui n'est pas tout à fait étonnant. Je ne sais pas comment il pourrait faire autrement. Donc, si on y réfléchit un tant soit peu, on doit saisir que les mécanismes de plasticité qui se mettent en place au cours des périodes critiques diffèrent en fait profondément sur 2 points au moins de la plasticité adulte. Hein. Premièrement, ils sont fondés sur une maturation des systèmes inhibiteurs, la maturation des neurones par valbumine, même si cette maturation, une fois achevée, ferme la plasticité. Et ensuite, chez l'adulte, il repose sur une modification dramatique, si vous voulez, des systèmes excitateurs, enfin, au cours de la période critique, des systèmes excitateurs thalamo-corticaux, avec un envahissement des fibres excitatrices
correspondant à l'œil resté ouvert aux dépens de l'œil fermé. Et ça, c'est les fameuses expériences du Bell-Wiesel et du prix Nobel de 1981, je crois. Et ça, de nouveau, ça va m'amener à faire quelques commentaires. Je reviens sur le point important que la plasticité adulte n'est pas un reste de plasticité développementale, mais un processus physiologique distinct de la plasticité développementale. Ce qui veut dire qu'apprendre chez l'adulte et apprendre au cours du développement sont des choses très différentes. Peut-être que vous l'avez remarqué. Ça peut avoir son importance quand on parle de cognition, et aussi son importance quand on parle de maladies de la dégénérescence, qui ne sont pas forcément des maladies du développement, qui se poursuivent chez l'adulte. Par exemple, le Parkinson ou l'Alzheimer sont sans doute, et ça dépend peut-être des formes de ces maladies, parce qu'il y a plusieurs formes, des pathologies de la dégénérescence, quand l'amblyopie ou la schizophrénie, dans l'hypothèse que nous formons, sont ou seraient évidemment des maladies du développement cérébral. Donc il y a plasticité et plasticité, et c'est en tout cas une possibilité qu'on doit considérer quand on réfléchit à ces questions d'un petit peu près. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des mécanismes qui soient partagés, bien entendu. Il ne faut jamais être sectaire dans ce genre d'affaires. Mais si soigner les maladies du développement cérébral passe par une réouverture de la plasticité, alors la bonne stratégie n'est pas forcément de renforcer un mécanisme de plasticité adulte. Donc il n'est peut-être même pas exclu que les deux voies soient totalement incompatibles, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas avoir les deux formes de plasticité en même temps. Donc c'est pour ça que cet exercice, maintenant, rouvrir des mécanismes développementaux réels, pas amplifier une plasticité adulte, que je vais m'employer, enfin pas moi, mais je vais vous montrer comment ça peut être fait, afin de considérer cette possibilité de soigner en fait les maladies du développement. Donc je vais m'embarquer sur des questions qui sont des questions en fait, de comment guérir l'amblyopie. L'amblyopie étant pour nous le modèle d'une maladie de la période critique, comme maintenant vous devez le savoir à satiété. Donc à cette fin, je vais m'appuyer sur plusieurs articles qui rapportent des stratégies différentes, mais convergentes. C'est un point assez important, je crois, que les différentes façons qu'on peut avoir de manipuler la plasticité chez l'adulte et surtout de rouvrir une période critique, c'est ça qui est important, pour la raison que nous venons de discuter, la différence entre plasticité adulte et plasticité développementale. Donc ces différentes façons sont liées au fait que nous sommes dans un système physiologique. C'est-à-dire que s'il y a différentes façons de rouvrir la plasticité développementale, ce coup-ci, c'est que c'est un système physiologique qui a plusieurs entrées et qui a plusieurs niveaux de régulation. Donc, c'est la raison pour laquelle les états pathologiques similaires, rassemblés sous le phénotype de schizophrénie, de nouveau, quand je dis de la schizophrénie, je sais bien que c'est une facilité de langage et que je ne devrais pas dire ça, mais vous me connaissez maintenant, donc vous avez compris, peuvent avoir de nombreuses causes, ou de nombreuses combinaisons même de causes, ce qui interdit une vision simpliste sur leur origine. Donc le premier article que je vais discuter avec vous, c'est un article qu'on doit à Bavelier et ses collègues, et je le présente en premier parce qu'il pose le problème général de la réouverture de la plasticité. Alors pour ces auteurs, il existe deux freins à cette réouverture, vous ne serez pas étonné. Le premier, c'est l'apparition de nouvelles structures qui accompagnent la maturation du système nerveux. Par exemple, vous avez des changements structuraux ici qui sont, par exemple, les périneuronales nettes, ce qu'on appelle les structural breaks, des trucs qui sont des freins structuraux, où il y a d'autres molécules, genre la myéline, des choses comme ça, qui sont un frein à la modification morphologique. Donc, chez l'adulte, on perd ça. Il y a d'autres trucs, pire B, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Et d'un autre côté, il y a les changements fonctionnels qui se traduisent par une modification de la balance EI. Vous voyez qu'avant l'ouverture de la période critique, vous avez l'excitation qui est plus forte que l'inhibition. Ici, vous augmentez l'inhibition aux dépens de l'excitation et donc vous ouvrez la plasticité. Et puis ensuite, vous fermez le truc, c'est consolidé et c'est fichu. Et donc vous pouvez aussi repousser dans un système plastique en revenant un tout petit peu sur ce chemin ici
Et chez la souris, et pour le système visuel, ce serait entre P20 ici et P40 ici, d'accord? Donc, ce sont des changements structuraux et ce sont aussi des changements fonctionnels qui, d'un coup, font entrer le système dans une période de rigidité ou dans une période où la plasticité n'est pas une plasticité développementale, mais une plasticité d'un type différent, j'insiste, celle qu'on peut trouver chez l'adulte. Donc, la conception en fait, qu'on pourrait avoir de ce fait, hein, c'est que le cerveau est intrinsèquement plastique et que le développement conduit à une stabilisation des réseaux de neurones construits au cours du développement et au cours des périodes critiques tout particulièrement. Donc c'est pour ça que l'année dernière, je vous avais enquiquiné, je pense, avec ces animaux qui régénèrent leur cerveau en permanence. Hein. On avait parlé évidemment des salamandres, on a parlé des poissons, on a parlé... je me mettais plus bas, hein, je crois que j'étais allé jusqu'au planaire, un truc comme ça, mais je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, mais... parce que ce sont justement des animaux qui, eux, gardent une plasticité permanente. Et nous, les mammifères, eh bien, nous avons mis un frein à cette affaire de plasticité, et évidemment, il y a un gain. Le gain, c'est qu'il y a une mémorisation qui est plus forte, en même temps, il y a une perte, c'est-à-dire que quand il y a un pépin, c'est essentiellement irréversible. Donc, si je regarde un tout petit peu ce schéma-là, vous voyez qu'ils ont aussi, hein, ce qui les intéresse, ce qui intéresse évidemment tout le monde, c'est removing brakes on adult brain plasticity, c'est-à-dire rendre de la plasticité à l'adulte, mais en les faisant revenir dans la période critique. Hein. Et vous voyez qu'il y a des méthodes qui sont dites invasives. Alors, par exemple, vous pouvez mettre un transplant astrocytaire, je ne vous parlerai pas de ça. C'est un premier papier qui a été fait par un type qui s'appelait Muller, qui est en 1981, je crois, 84, je ne sais plus, enfin, il y a très longtemps, mais qui est une modification de type structural. Mettre du facteur de croissance du nerf, traiter à la protéinase ABC, c'est structural, faire des KO de différents types de protéines pour modifier de nouveau la structure du réseau. Ça a été fait chez le chat, le rat, la souris. Là, c'est retirer PIRB, retirer la neuroguanine. Donc ça, c'est de nouveau structural. Et puis, aussi retirer la myéline, c'est aussi structural. Donc ça, ce sont des manips qui sont invasives, c'est-à-dire que vous rentrez dans le cerveau, c'est pas rigolo. Hein. Vous pouvez aussi aller stimuler directement le locus coeruleus, qui est la production de noradrénaline. Vous pouvez faire toutes sortes de choses qui sont un peu dégoûtantes. Vous pouvez faire un KO de Link-Swan, celui-là, je vous en parlerai. Hein. Et ça agit non plus sur la structure, mais ça agit sur la balance excitation-inhibition. C'est-à-dire que vous augmentez l'excitation. Et puis, il y a des techniques non invasives qui sont intéressantes. Par exemple, vous pouvez modifier la structure de la chromatine. Ça, c'est structurel. Et vous pouvez avoir des modifications directes de l'excitation-inhibition, du rapport excitation-inhibition, avec des drogues. Par exemple, l'inhibiteur de l'hydroxysterase, la fluoxétine, c'est le Prozac. Et donc, en fait, par des drogues, si vous voulez, ou par des modifications, par exemple, les stimulations magnétiques transcrâniennes, ou bien les vidéogames, hein, ça c'était fait chez l'homme, qui en fait ont un effet non invasif cette fois-ci sur la balance. Et vous voyez qu'il y a des drogues qui, elles-mêmes, comme certains inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, de la fluoxétine, ont été déjà approuvées par la FDA. Et donc, c'est des drogues qui pourraient être utilisées pour rouvrir la plasticité chez l'adulte. C'est pour ça que ces expériences sont relativement intéressantes si on a envie de rouvrir une certaine période de plasticité. Donc, voilà. Donc, je vais vous décrire certaines de ces expériences. Et une des premières expériences que je vais vous décrire, c'est donc je regarde si j'ai rien laissé passer. C'est comme ça que le temps passe, lui. Oui, ils disent des choses qui sont assez banales, hein, du genre les humains peuvent apprendre à l'âge adulte, mais moins bien que les enfants. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. Ça demande plus d'efforts et le résultat est moins bon. Bon. Donc, ce qu'ils aimeraient, en fonction du tableau que je vous montrais tout à l'heure, c'est transférer à l'humain des manips qui ont été faites chez l'embryon, chez l'animal, pour voir si on pouvait réparer certains troubles cognitifs.
Bon, il ne faut pas oublier que ces choses-là sont extrêmement dangereuses parce que c'est bien d'introduire la plasticité, mais trop de plasticité, comme je le dis souvent, ce n'est pas bon. Donc, ça, c'est le tableau général de la Terre. Et donc, je vais l'illustrer avec quelques articles, différentes façons de rouvrir la plasticité chez l'adulte. Et je vais cibler principalement un retour vers la période critique plutôt qu'une stratégie d'exacerbation, si vous voulez, des formes spécifiques de plasticité adulte. Maintenant, vous avez bien compris, je pense. Donc, je vais commencer par un article qui a été publié par Southwell et ses collaborateurs, que vous avez ici, là. Et dans cet article, vous retrouvez des choses que je vous avais racontées. Vous savez, je vous avais raconté que les neurones inhibiteurs dans le cortex viennent, en tout cas chez la souris, viennent de ce qu'on appelle les éminences ganglionnaires médianes, latérales ou caudales, et qu'elles envahissent le cortex à des périodes différentes, mais ceux-là sont générés environ vers 14 à 15 jours de la vie embryonnaire chez la souris. Rappelez-vous, dans l'homme, chez l'humain plutôt, vous avez des neurones inhibiteurs qui viennent aussi de ce qu'on appelle le télencéphale dorsal. Ça, c'est ce qu'on appelle le subpallium, télencéphale ventral, qui donne tous les neurones inhibiteurs chez la souris. Donc, c'est une idée assez rigolote qu'ont eu ces auteurs. Donc, ces neurones, je vous dis, naissent vers E14, ce qui fait qu'au pic de plasticité, à P28, rappelez-vous, le pic de plasticité chez la souris pour le système visuel, c'est entre P20 et P40, c'est vers P28, c'est là, ça correspond à la maturation des neurones par albumine. Donc là, j'ouvre la plasticité, et quand les neurones sont très matures et qu'ils sont totalement inhibiteurs, je perds ma plasticité. Et donc P28, c'est le pic de plasticité. Donc à P28, chez la souris, ces neurones naissant à E14, on peut dire qu'ils ont entre 33 et 35 jours. D'accord ? 6 jours pour arriver jusqu'à P0 et encore 28 pour arriver à P28. D'accord ? 28 plus 6 égale 34. Bon, je dis entre 33 et 35 parce que quand on prend un embryon, on ne sait jamais quand le mâle et la femelle ont fait le truc pendant la nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a toujours une marge de manœuvre d'une demi-nuit. Enfin, s'ils font ça la nuit. Des fois, ça fait la journée, les souris. Ils ont bien de la chance, ils ne bossent pas, donc ils peuvent faire ça quand ils veulent. Donc on plaint toujours les animaux de laboratoire, mais les chercheurs sont aussi des animaux de laboratoire qui sont moins libres que les autres. Donc ces neurones ont 33 à 35 jours à P28, et à cet âge, P28, la plasticité est maximale chez la souris. Donc si je ferme un œil à P28, écoutez, je fais passer, voilà ici, P28, je fais passer l'index de dominance oculaire de 0,2 à 0. C'est-à-dire qu'en fait, mon œil ipsilatéral reprend le dessus tout de suite. Voilà, quoi. Vous connaissez ça par cœur maintenant, ce n'est pas la peine de vous embêter. Donc, dans un premier temps, donc, les auteurs ont voulu voir si la transplantation de neurones inhibiteurs pouvait rouvrir une période de plasticité. C'est malin, parce que si c'était entièrement lié à la maturation de ces neurones, à l'âge de ces neurones, si on prend une souris adulte, en gros, et qu'on lui met des neurones qui ont 28 jours, inhibiteurs 28 jours, en les prenant ici, est-ce que ces neurones vont avoir l'âge, ils ont un âge, en fait, auquel on est plastique, ils sont en plein pic de la période critique, est-ce que ma souris, elle va récupérer de la plasticité parce qu'elle a des nouveaux neurones, plus jeunes? La réponse est oui. Donc ils ont donc transplanté des cellules, si vous voulez, voilà ici l'âge auquel on étudie, 28 jours. Et là, on va étudier à 42-46 jours, c'est-à-dire un âge où normalement j'ai fermé ma période de plasticité, je ne suis plus plastique. Je ne suis pas très loin, donc ça c'est un peu trichouillé, je trouve. Mais bon. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont pris ils ont implanté à P10, 10 jours après la naissance, d'accord, des cellules de 4. Donc en fait, ils ont regardé 34 jours après la transplantation. Quand je fais ça, faites votre calcul vous-même, vous avez des neurones qui ont 28 jours, parce que 34 jours moins 6, pour les P14 à 0, voilà, mes neurones, ils ont entre 33 et 35 jours. Eh bien, vous voyez que même chez une souris qui, normalement, n'est plus plastique, avec mes nouveaux neurones, qui ont 28 jours réellement, ils ont une horloge, quoi.
ils savent compter, ils savent qu'eux, ils ont 28 jours, eh bien, je rouvre une période de plasticité. Si je prends des hôtes, je greffe à P0, mais que je regarde 43 jours après la transplantation, c'est 10 jours de trop, d'accord? Donc, eh bien, j'ai perdu la plasticité. J'en ai beaucoup moins, en tout cas, que si je fais ça, d'accord? Donc, ça suggère, si vous voulez, que mes neurones se souviennent de leur âge, même s'ils sont chez un animal qui est plus vieux qu'eux. Donc, il y a quelque chose qui est intrinsèque à la cellule ou au temps passé dans l'environnement. Ça, ils ne le disent pas, les auteurs, mais il y a peut-être un truc aussi là bizarre, parce qu'en fait, c'est peut-être le temps passé dans l'animal qui est important. Mais que ce soit le temps passé dans l'animal qui est important ou l'âge de la cellule, c'est sûr que si je prends des neurones qui ont P28 d'âge absolu, hein, eh bien, je reverrai. Et ce qui est aussi très très intéressant dans cette, c'est peut-être la chose la plus intéressante, si vous voulez, à mon avis, dans cette cellule, dans cette manip, c'est que si je prends des neurones, non pas dans les éminences ganglionnaires médianes qui donnent les neurones par albumine, mais dans les éminences ganglionnaires latérales, ici, alors je ne rouvre pas ma plasticité. Comparez ce qui se passe là à ce qui se passe là. Donc ce n'est pas uniquement l'inhibition, ça ne suffit pas, il faut que ce soit inhibé par les bons neurones. Donc il y a une spécificité du type de cellule inhibitrice pour pouvoir rouvrir chez l'adulte cette plasticité. Chez l'adulte, de nouveau, là, il faut être un tout petit peu prudent parce que ces souris ne sont pas vraiment adultes. Hein. Elles sont 40-45 jours, ce n'est pas vraiment une souris adulte, hein, même si elles sont capables de faire des choses. Donc, elles sont des jeunes adolescentes. Donc, dans cette diapositive-là, ce que vous voyez, c'est que quand j'implante mes cellules, eh bien, elles se dispersent énormément dans mon cortex, donc elles vont dans tout le cortex, et que mes cellules vont donner tous les types cellulaires, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'elles vont donner quand même 30% environ de neurones par albumine, qui sont les neurones inhibiteurs qui nous intéressent. Donc ça, c'est bien, mais que font ces neurones inhibiteurs hein, quand ils sont dans le cerveau, dans le cortex? Alors, vous allez voir, ils font des synapses. Donc là, ce que vous avez, si vous voulez, c'est, voilà, en rouge, c'est le transplant. Donc j'ai transplanté des neurones inhibiteurs. Hein. Là, c'est un neurone pyramidal dans ma souris qui a reçu ces neurones inhibiteurs. Et puis, je regarde ce qui se passe de l'excitation. Donc, ça, c'est un neurone excitateur, hein, c'est glutamatergique, c'est des neurones pyramidaux. Donc, ils vont aller exciter. Ils vont aller exciter le neurone inhibiteur. Ce n'est pas terrible comme excitation. Si vous comparez à ce qui se passe dans un animal normal, hein, là c'est EO sur l'excitateur hôte sur l'inhibiteur hôte, vous voyez que vous avez une bien plus forte excitation. Donc ça marche, mais ça marche moins bien. D'accord ? Et maintenant, si je prends les neurones inhibiteurs transplantés et je regarde ce qu'ils font sur les cellules pyramidales, donc c'est l'interaction inverse, j'ai une inhibition. Hein, vous voyez que là, c'est une excitation quand ça monte vers le haut, c'est une inhibition quand ça va vers le bas. J'ai une inhibition qui est moins forte que l'inhibition endogène. Et ça, c'est compensé par le fait que j'ai plus de connexion avec le transplant que sans le transplant. Donc ça, c'est parce que j'ai plus de cellules, bien entendu. Cela étant, il reste je trouve que c'est une manip plutôt rigolote, plutôt intéressante, parce qu'elle met en place l'idée que au fond, le neurone, il est peut-être capable de compter. Il sait où il en est de son développement et il est capable de faire ce qu'il faut au moment où il le faut, c'est-à-dire à P28, entre P20 et P40. Il y a un truc quand même qui est étrange, c'est que quand je rajoute mes neurones, mes transplantés, ben les autres neurones, ils sont là quand même. Hein, ils ne sont pas morts pour autant. Donc j'ai les neurones inhibiteurs de départ, ils sont déjà là. Et ça veut dire, si vous voulez, que quand je rajoute mes nouveaux neurones, ou bien il y a un truc que je ne comprends pas, parce que je ne devrais rien faire, ou bien simplement je suis capable de modifier entièrement le réseau. C'est-à-dire que je vais donner un avantage aux nouveaux neurones par rapport aux vieux. Et c'est peut-être pour ça que c'est assez intéressant d'avoir des animaux encore jeunes. J'insiste depuis tout à l'heure en disant qu'on prend, ils ne sont pas si vieux que ça, quoi. Ils ont P40, P46. Il est possible, si vous voulez,
que c'est parce qu'ils sont jeunes que peut-être je suis capable de remodeler complètement mes réseaux. Et comme les autres sont dominants par rapport à ceux qui étaient avant, il y en a 3 fois plus, 4 fois plus, peut-être que je déplace les synapses faites par les anciens pour faire des synapses avec les nouveaux qui, eux, sont jeunes et donc sont capables de rouvrir une période de plasticité. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, avec ce genre de protocole, on pourrait imaginer localement rouvrir des périodes de plasticité. On pourrait prendre des IPS, par exemple, faire des neurones GABAergiques de la MGE à partir de vos cellules fibroblastiques, les laisser vieillir jusqu'à P28, vous les mettre dans le cerveau. Moi, je ne ferai pas la manip pour moi, mais s'il y a un volontaire dans la salle, il n'y a pas de problème. Et voir si on peut vous guérir l'amblyopie. Pour ceux qui seraient amblyopes ici, je suis sûr qu'il y a des amblyopes. Il y en a toujours. Donc, mais ce n'est pas une maladie. C'est juste pour la recherche, quoi. Donc, ça, c'est une première façon de faire que je trouve assez intéressante. Alors, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? J'avance parce que, peut-être plus, je n'ai pas arrivé jusqu'au bout de mon histoire. Donc, ça, c'est le deuxième exemple que je vais vous prendre. Donc, ce deuxième exemple, c'est celui de la protéine LINX1. C'est aussi un article qui est intéressant parce qu'il ne fait pas appel aux freins classiques, si vous voulez, à la plasticité, qui sont classiquement des freins structuraux, mais une approche purement pharmacologique. Donc on comprend en effet que si on pouvait utiliser des médicaments, et en particulier des médicaments qui ont déjà été approuvés par les agences de médicaments, comme la FDA américaine, ou toute autre agence de mise sur le marché, il y a aussi une agence européenne, dans des pathologies cérébrales, il y aurait là un avantage certain, parce que les trucs sont déjà approuvés, on sait que ce n'est pas toxique, on peut les donner aux malades, et rouvrir une période de plasticité chez ces malades. Donc, alors, de ce point de vue, on peut s'intéresser aux éléments régulateurs. Ici, par exemple, la dopamine, la sérotonine, un truc qui vient du plexus dont je ne parle pas, et l'acétylcholine dont je ne parle pas non plus, mais dont je vais vous parler. Et que je n'ai pas mis là, j'avais oublié de le mettre sur cette diapositive que vous avez vue dans un des premières heures de cours. Donc, l'article que je vais vous décrire, lui, il s'intéresse essentiellement à l'acétylcholine, qui aussi irradie sur l'ensemble du cortex. Rappelez-vous ce que je dis souvent, vous avez le glutamate et le GABA qui forment des microcircuits un petit peu partout, puis vous avez des systèmes que Jacques Lominski appelait des systèmes d'ordre 2, qui viennent par-dessus et qui régulent l'ensemble, un peu comme des hormones d'une certaine façon, même si on ne peut pas dire que c'est des hormones parce qu'il y a des synapses, etc., mais un caractère plus ou moins hormonal. D'ailleurs, ce qui vient du plexus, je pense, peut être considéré comme une hormone. Ce qui vient du plexus, je vous dirai ce que c'est plus tard. Pour ceux qui restent jusqu'au bout du cours. Quand même, moi, je suis obligé de rester jusqu'au bout, donc je récompense ceux qui m'accompagnent. Donc LINX1, c'est une prototoxine. En fait, c'est une toxine endogène qui ressemble à une autre toxine qu'on trouve dans un venin de serpent, qui s'appelle l'alpha-bengarotoxine. Et l'alpha-bengarotoxine, pour ceux qui écoutaient les cours de Jean-Pierre Changeux, savent que l'alpha-bengarotoxine se fixe au récepteur cholinergique nicotinique et l'inhibe, de façon irréversible, en fait. Et l'expression de cette prototoxine, qu'on appelle LINX1, augmente après la période critique, à la fois au niveau du messager et au niveau de la protéine. Voilà ici l'expression de LINX1, qui est donc une toxine qui inhibe les récepteurs nicotiniques. Vous voyez que vous avez une augmentation de l'expression de LINX1 au cours du développement. Et on le voit très bien dans les couches 4 du cortex, par exemple, comme on le voit aussi dans le LGN. Donc, en V1, en particulier, vous avez une forte expression ici de CV1, c'est le cortex visuel primaire. Donc, vous avez une forte expression de LINX1, ce qui veut dire que vous avez une inhibition de la transmission cholinergique à ce niveau-là. Alors, ce qu'ont fait les auteurs, c'est de faire un KO, c'est-à-dire un knockout du gène LINX1, c'est-à-dire qu'on retire le gène LINX1 de la souris. Et quand on fait ça, en fait, il ne se passe rien. Si vous regardez la dominance oculaire chez une souris KO LINX1, voilà ici, le wild type, j'ai un shift dans ce sens-là
j'ai pas de shift, excusez-moi, chez plus de 60, j'ai pas de shift, je suis toujours du côté il ne se passe rien. Chez l'X1, vous allez voir, il va se passer quelque chose, mais là, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, ici, j'ai ma dominance oculaire, j'ai un petit shift du côté de l'œil resté ouvert, en fait, 0,55. Donc, si je retire l'X1, à ce moment-là, et là, on le voit mieux ici, c'est assez faible, c'est pour ça que je dis, voilà, dans le chaos. Dans le chaos, tout se passe normalement si je n'ai pas de déprivation monoculaire. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Mais si je fais une déprivation monoculaire, vous voyez que j'ai un shift de mon score, c'est-à-dire que je rouvre de la plasticité quand je permets de nouveau l'activité de mes récepteurs cholinergiques. Donc ça, c'est intéressant, c'est faible, mais c'est réel. Mais au cours du développement normal, il ne se passe rien, d'accord, c'est ça que je voulais dire. Donc Lynx-1, qui est une prototoxine, donc, se fixe au récepteur nicotinique, réduit la sensibilité à l'acétylcholine. D'où l'idée de mesurer donc, les potentiels évoqués, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe quand je stimule mon champ visuel, et vous voyez que dans un système normal, il ne se passe rien, mais si maintenant je rajoute de la nicotine, hein, comme je n'ai plus ce système inhibiteur de mon récepteur nicotinique, je vais augmenter ma réponse. Hein. Vous voyez ici, par exemple, ce n'est pas très fort, de nouveau. Mais si je mets de la nicotine sur un normal, il ne se passe rien. Si je retire Lynx-1 de la nicotine, j'ai une meilleure réponse. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe là-haut. Voici ici un animal sauvage. Hein. Donc, si je fais une déprivation moléculaire, il ne se passe rien. Vous pouvez voir ici. Hein. Si je fais une déprivation moléculaire pendant la période critique, bon, bah alors, ça c'est wild type et KO, parce que dans un animal normal, il ne se passe rien. Même chez les KO, il ne se passe rien chez l'adulte. Quand je regarde, c'est toujours l'œil contralatéral qui gagne. Hein. Si maintenant je fais une déprivation moléculaire pendant la période critique, bah, je shift ma dominance oculaire, à la fois chez le normal et chez l'animal qui n'a pas le Lynx-1, donc qui a une plus grande activité nicotinique cholinergique. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que chez un sauvage adulte, si je fais une déprivation moléculaire, je ne shifte pas, c'est-à-dire que c'est toujours mon œil, l'œil ipsilatéral ne prend pas le dessus sur l'œil contralatéral, alors que si j'ai un KO de Lynx-1, vous voyez que là, maintenant, j'ai un shift, c'est-à-dire que j'introduis de la plasticité chez l'adulte en renforçant ma conductance nicotinique. Hein. Et ça, c'est bloqué par toutes les drogues qui inhibent l'action du récepteur nicotinique. Donc c'est bien quelque chose qui passe par les systèmes nicotiniques. Donc ça, c'est intéressant parce que, évidemment, il y a des drogues hein, qui augmentent l'activité des récepteurs nicotiniques. Ces drogues qui sont utilisées, ça n'a pas beaucoup d'effet, hein, sont des inhibiteurs des acétylcholinestérase, essentiellement, qu'on utilise dans les maladies d'Alzheimer, parce qu'on essaie d'augmenter l'activité nicotinique chez l'Alzheimer. Mais ce sont des drogues qui ont été approuvées. Hein. Donc, et vous pouvez regarder donc là, ce qui se passe avec les inhibiteurs d'acétylcholinestérase. On peut regarder l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est relativement simple. Hein. Vous prenez une souris et vous lui demandez de distinguer les différentes barres qui sont là. Et puis, vous diminuez l'espace entre les barres. Il y a un moment où elle est plus capable de distinguer deux barres successives. Et ça, au moment où les courbes se croisent, ici avec l'abscisse, l'arbre de l'axe des abscisses, c'est une mesure de ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Hein. Donc, si vous prenez une souris normale, ça c'est une souris qui est KO plutôt, vous avez retiré Lynx-1. Ici, vous avez une déprivation, vous faites une fermeture pendant la période critique, c'est-à-dire que vous rendrez votre animal oblyope, puis ensuite vous rouvrez l'œil. Alors donc, normalement, vous avez une perte d'acuité visuelle, mais si vous rouvrez l'œil, la plasticité est telle que vous récupérez votre acuité visuelle. Donc vous passez de 0,26 à 0,56. Et là, dans un animal sauvage, eh bien, vous perdez votre acuité visuelle si vous faites une déprivation moléculaire pendant la période critique. Et si vous rouvrez chez l'adulte, vous ne récupérez pas votre acuité visuelle. C'est-à-dire que votre souris est amblyope pour toujours. Si maintenant vous avez ici la souris KO, eh bien, effectivement, vous allez récupérer votre acuité visuelle quand vous allez rouvrir l'œil, c'est cette manip-là.
Mais ici, vous avez également la même chose si vous avez un inhibiteur d'acétylcholinestérase, c'est-à-dire que vous augmentez l'activité nicotinique et vous rouvrez la plasticité dans votre cortex. Donc ça, c'est une manip intéressante parce qu'elle montre qu'avec une drogue qui est un inhibiteur de l'acétylcholinestérase, eh bien, on est capable, si vous voulez, de rouvrir une plasticité chez l'adulte. Hein. Donc, je ne vais pas vous embêter extrêmement longtemps encore avec ça, mais c'est juste pour montrer que LINX1 est en partie exprimé dans les neurones inhibiteurs par valbumine. Hein. Et l'idée, c'est que quand vous faites une délétion de LINX1, vous êtes capable de refaire une marche arrière. Mais si vous augmentez l'inhibition, en rajoutant du diazépam, rappelez, c'est un truc que je vous ai montré plusieurs fois, c'est-à-dire que vous allez activer directement les neurones GABAergiques sur vos cellules pyramidales, alors vous allez perdre votre plasticité. Voilà, ici, vous avez rouvert la plasticité, vous voyez, vous êtes plus bas, et maintenant vous mettez du diazépam et vous refermez la plasticité. Donc, ça montre bien que votre système est un système qui fonctionne au niveau de la balance excitation-inhibition dans votre cortex visuel. Donc ça, c'est un assez joli exemple de rouverture de la plasticité sur lequel je vais maintenant continuer avec un troisième exemple. Vous êtes un peu patient, là, vous n'êtes pas épuisé? Non, vous n'êtes pas épuisé du tout. De toute façon, c'est les vacances. Donc le troisième exemple, ça va être l'exemple qui est donné par des collègues de Pise sur des questions de dégradation des sucres complexes. Donc là, vous voyez vos neurones par valbumine, ils sont entourés de vos sucres complexes, toujours. Et la question, c'est, donc ils ont travaillé chez le rat, là, c'est Tommaso Pizzo-Russo, qui est à Pise. Ce que vous voyez, c'est qu'au cours du développement du rat, de son cortex, on voit augmenter les périneuronales nettes à la surface de vos cellules PV. Ce n'est pas tout à fait la même cinétique que chez la souris, c'est un petit peu plus tardif. La fin de la période critique est plus tardive, vers P70 chez le rat, au lieu de P40 chez la souris. Et vous voyez ici que vous avez donc vos périneuronales nettes qui sont complets, votre lectine fluorescente se fixe sur vos sucres qui sont autour des cellules PV. D'accord ? Maintenant, si vous élevez l'animal dans le noir, vous n'avez pas les sucres qui apparaissent. Si ça, c'est ce qui se passe normalement. Et ça, si vous les élevez dans le noir et ensuite vous les passez à la lumière, ça réapparaît. Évidemment, cette sensibilité de la maturation des neurones par valbumine est spécifique à la lumière, est spécifique du cortex visuel. Vous ne l'avez pas dans le cortex non visuel, il se fiche pas mal. Si vous les élevez dans le noir, vous avez toujours autant de par valbumine, de périneuronal nets. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont décidé de retirer les sucres. Donc ça, c'est assez simple de retirer les sucres. Vous perfusez dans votre cortex une cholinestérase ABC qui retire les sucres complexes. Et vous voyez, comme quand vous mettez votre lectine fluorescente, c'est toute cette région du cortex visuel, ça c'est l'hippocampe, là c'est le cortex visuel, qui perd ses sucres. Donc là, vous avez perdu les sucres. Et puis, vous allez regarder ce qui se passe au niveau de la dominance oculaire du shift, donc de la plasticité chez l'adulte. Et évidemment, si ça ne marchait pas, je ne vous le dirai pas. Hein. Donc voilà ici un animal qui a été traité avec la pénicillase, qui est un enzyme qui n'a rien à voir, mais c'est un contrôle. Hein. Je traite avec la pénicillase et je ferme l'œil contralatéral et je n'ai pas de shift de ma plasticité au moment où je fais une déprivation monoculaire. Mais je retire les sucres à la surface, donc je dégrade tous ces oiseaux-là, là-haut, là, tout ça je le perds, mon neurone est nu, hein, et quand il est nu, eh bien, je rouvre la plasticité, c'est-à-dire que maintenant, si je ferme un œil, vous voyez que je peux shifter vers la droite la dominance oculaire. À 7 jours, c'est très fort, et à 15 jours, c'est encore plus fort. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en retirant la matrice extracellulaire qui couvre mes neurones par valbumine, je peux rouvrir une période de plasticité chez l'adulte. Vous le voyez ici, c'est une autre façon de le faire. Et ici aussi, voilà, pendant la période critique, c'est très fort, bien sûr, c'est normal, c'est plastique par critique. Chez l'adulte, il ne se passe rien.
mais si je traite à la contrase ABC, eh bien, je restaure de la plasticité. Si je traite à la pénicillase, il ne se passe rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de nouveau, j'ai une autre façon de supprimer la rigidité du système, qui est de rouvrir une période de plasticité de type période critique en retirant les sucres qui sont exprimés à la surface de mes neurones par albumine. Et donc ça m'amène à la fin de cette affaire. Je vais vous demander d'être un tout petit peu patient parce que sinon, j'aimerais bien consacrer les 2 prochaines séances, qui sont les 2 dernières malheureusement, aux questions des oscillations. Donc je vais peut-être déborder de 5 ou 6 minutes. Je vous demande de m'excuser, mais moi ça m'arrangerait de ne pas déborder parce que comme ça me ferait du pain pour la semaine prochaine. Mais je vais quand même déborder parce que je vais terminer avec cette histoire de TX2 qui est évidemment liée à ces questions de sucre. Parce que comme je vous l'ai rappelé, OTX2, dont on ne sait pas très bien d'où il vient, enfin on le sait, mais je le dirai plus tard, et qui arrive dans le cortex au moment de la période critique vers P20 et P40, rentre dans les neurones par albumine, induit, rappelez-vous, leur maturation, augmente l'inhibition, c'est-à-dire ouvre à P20 puis ferme à P40 la période critique de plasticité, en se fixant sur les sucres complexes, grâce à cette séquence RK-ROM, d'accord? Donc, si vous voyez que quand vous retirez les sucres, vous rouvrez la période critique, une période de plasticité, vous pouvez dire peut-être que c'est lié au fait que quand je retire les sucres, TX2 ne rentre plus dans les cellules. Ça va de soi, quoi. C'est banal comme idée. D'où la suite des choses, c'est-à-dire que là, ici, c'est ce qui se passe quand on retire les sucres. Ici, c'est de nouveau la manip que je vous avais montrée il y a très longtemps, au début de la séance, où on voit que OTX2 rentre dans les neurones par albumine, mais que si je le mute, je transforme le RK en A, il n'entre plus spécifiquement dans ces neurones. Et la question, c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la plasticité? Donc, vous voyez ici très clairement que le peptide RK, vous avez déjà vu cette diapositive au début du cours, diminue le passage de TX2 endogène dans les neurones par albumine et entraîne un rajeunissement des cellules, puisque vous voyez moins de sucre complexe. C'est comme si vous aviez traité à la chondrinase ABC, de toute façon, vous avez retiré les sucres complexes qui ne s'assemblent plus quand vous n'avez pas de TX2. Et d'un autre côté, ils sont moins matures parce qu'ils expriment moins la parvalbumine. Donc, si vous regardez un shift de déprivation moléculaire, quand je mets la chondrinase ABC, j'ai un shift. Quand je perfuse le peptide AA, ou scramble, mais AA en l'occurrence, il ne se passe rien. Si je perfuse le peptide RK, j'ai une réouverture de la plasticité. Alors là, ce n'est pas absolument magnifique, mais je vais vous montrer un truc qui est plus simple. Voilà ici, je prends une souris, donc, normale, hein, qui voit clair, qui a les 2 yeux, qui est binoculaire, hein, et chez l'adulte, je vais lui faire une déprivation monoculaire. Donc, normalement, il ne se passe rien. D'ailleurs, il ne se passe rien si je fais ça. Vous voyez que j'ai la même acuité visuelle, 0,44, 0,46, si je fais la déprivation moléculaire chez l'adulte. C'est normal. Après la période critique, si je ferme l'œil, il ne se passe pas grand-chose, surtout que je rouvre après. Mais si j'infuse le peptide RK, donc que je rouvre de la plasticité chez l'adulte, au moment où je ferme mon œil, y compris chez l'adulte, eh bien, vous voyez que maintenant, je vais faire un shift, c'est-à-dire que je vais rendre ma souris amblyope chez l'adulte. C'est très dangereux, parce que maintenant, il suffit que vous fermiez un œil et vous devenez amblyope. Donc, et ça, c'est un effet qui est un effet réversible. Vous ne l'avez pas avec le scramble, vous ne l'avez pas avec le AA, donc en fait, c'est vraiment lié à cette petite structure qui empêche l'entrée de TX2 dans le neurone par albumine. Évidemment, c'est plus marrant de réparer une souris que de la rendre aveugle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des souris aveugles. Donc, pendant le développement, vous fermez un œil, donc votre souris devient amblyope pour toujours. Et puis après, vers P60, P67, quand la souris est adulte, vous infusez votre peptide, hein, vous bloquez le passage de TX2 dans les cellules, et qu'est-ce qui se passe? Vous rouvrez la plasticité, c'est-à-dire que vous rendez la vue à votre cellule. Vous faites exactement la même chose que quand Pizzo-Russo supprime les sucres complexes à la surface de ces cellules. C'est-à-dire que ce petit agent pharmacologique, dont on sait en fait qu'il agit en empêchant TX2 d'entrer dans les cellules, eh bien, cet agent pharmacologique est capable de rouvrir une période de plasticité dans le cortex visuel et donc de
prendre une souris qui était amblyope, ce qui est une maladie neurodéveloppementale, hein, et de lui redonner la vue chez l'adulte en bloquant le passage d'OTX2. C'est-à-dire qu'en fait, la contrainte ABC a peut-être la même fonction qui est d'empêcher l'entrée d'OTX2 dans les neurones d'orvalbumine et donc de les rajeunir, parce qu'il s'agit bien, en l'occurrence, d'un rajeunissement. Évidemment, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que OTX2 n'est pas uniquement présent dans le cortex visuel, qu'il est présent dans l'ensemble du cortex. Donc la question se pose, et nous la poserons en terminant, que est-ce que cette réouverture de plasticité qu'on peut voir dans le cortex visuel pourrait évidemment affecter des structures autres que le cortex visuel, en particulier des structures qui sont impliquées dans des comportements plus complexes que la vision binoculaire. Et je vous remercie.